sans plus attendre, nous allons rejoindre, grâce au numérique en distanciel, comme on dit de nos jours, maître Alain Bensoussan pour aborder cette question soulevée par Pascal Liévaux, des droits associés à ces données qui constituent les jumeaux numériques. Maître Bensoussan, est-ce que vous nous entendez, vous nous voyez bien? Bonjour à tous, je vous vois très bien. Et vous, est-ce que vous me voyez? Et surtout, est-ce que vous voyez ma présentation? Ah, Voilà, voilà. vous avez la main. J'ai la main, partagée, et vous devez voir mon écran. Ça y est. Voilà, merci beaucoup de me donner la possibilité de vous présenter cette conférence sur le droit du jumeau numérique. C'est la première fois que, il y avait longtemps que j'avais envie de faire une conférence sur les jumeaux numériques. Et en plus, là, vous l'avez au singulier. Pour un avocat, les mots, c'est la seule chose qu'il sache prononcer, en tout cas au moins au début. Après, on peut le mettre en contexte. Et je vous propose de regarder un voyage à travers les droits existants et futurs du jumeau, des jumeaux numériques, puisque l'intérêt ici du numérique, c'est de pouvoir avoir autant de jumeaux que l'on souhaite à un coût marginal de reproduction quasiment nul. J'ai publié un certain nombre de choses sur le domaine et je vous propose au fur et à mesure de vous les présenter. Je crois énormément au droit des jumeaux numériques. Je crois surtout que les deux mondes, le monde physique et le monde réel, devront fusionner. Ils sont en état futur de fusion. On reste encore à trouver le moyen de changer de système. Alors, pourquoi? J'ai la main Oui, oui, pour tout à faire fait. passer. En fait, c'est votre présentation qui, vous pouvez la faire avancer dans votre PowerPoint. Ah oui, voilà, Voilà. elle met un certain temps, elle met un temps de latence. La fusion est en Voilà, cours, merci maître, beaucoup. vous l'avez dit. Voilà, merci beaucoup. Donc, les enjeux, c'est préserver le patrimoine matériel et immatériel. Donc, c'est les deux. Soit parce que, bien évidemment, le contact physique avec le patrimoine est important, l'a vécu effectivement dans le monde physique est important, mais parfois, on ne peut pas complètement le maintenir. Il évolue. Et la préservation du patrimoine matériel, elle passe aussi par son jumeau numérique qui nous permettrait de le reconstruire, ou en tout cas ne pas forcément avoir un original, mais ça veut dire quoi un original lorsqu'il est parfaitement identique? C'est dans le monde virtuel, les originaux sont tous les mêmes. Et donc, c'est aussi de protéger le patrimoine immatériel, et pas uniquement le patrimoine physique. Et l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est comment anticiper les jumeaux numériques, comment prévenir d'un certain nombre de désordres, bien évidemment, on s'en doute bien, et surtout comment garantir l'authenticité, car je préfère le mot jumeau au mot double sans créer une controverse d'entrée, parce que c'est une garantie. La différence entre un double qui pourrait être plus ou moins effectivement une copie, c'est qu'il ne doit pas y avoir entre le double virtuel et le double physique, chacun est le double de l'autre, qui doivent être identiques. C'est ça qui est derrière l'image du jumeau, même si on sait qu'ils peuvent présenter certaines différences. Le défi, c'est concevoir, réaliser et maintenir un jumeau numérique dans un encadrement juridique qui reste tant au niveau national qu'européen à venir. L'actualité, c'est la généralisation du jumeau numérique. Par exemple, pour être très concret, l'industrie a toujours un peu d'avance, malheureusement, sur la culture. Mars, dans le dernier numéro IT, indique qu'elle enrobe sa supply chain dans un jumeau numérique. C'est dans le titre même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a transformé la totalité de sa supply chain en un jumeau numérique. C'est le double exact. Et ce qui est important, c'est que la consommation au sens d'analyse tactique, au sens d'analyse stratégique, au sens de maintenance, d'évolution, d'optimisation, dans le monde physique et dans le monde électronique, dans le monde virtuel, c'est pas du tout la même, même si c'est la même chose. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir deux éléments, physiques et logiques, pour avoir des comportements différents. Là aussi, permettez-moi de vous indiquer, pour vivre à la fois dans le monde réel et le monde virtuel, par exemple, une phrase que je disais toujours, que les deux mondes doivent être identiques, sauf, c'est un standard qui commence à s'imposer, c'est que tout le monde devrait avoir un jumeau numérique, même on devrait l'obliger dès la conception. C'est le cas du BIM, hein, pour les nouveaux bâtiments, c'est d'avoir un jumeau conçu.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans le patrimoine, c'est normal, parce qu'il y a une dimension historique, mais il y a aussi le patrimoine d'aujourd'hui pour des civilisations futures, et pas le patrimoine d'hier pour notre civilisation, c'est de penser jumeaux numériques dès la conception. C'est ce qui se passe pour un avion, avec des produits de simulation comme ceux des avions de chasse, par exemple, avec Katia et d'autres logiciels. Donc la généralisation des jumeaux numériques, on commence par un dégradé de la fonction de jumeaux qui est la copie plus ou moins exacte, jusqu'à effectivement le double informationnel identique, mais ce sera jamais la même chose en termes de consommation, même si c'est la traduction identique de l'ensemble des points de vue entre le monde physique et sa traduction virtuelle, ou pour les générations futures, entre la conception virtuelle et bien évidemment sa réalisation dans le monde physique. On pense par exemple à des bâtiments, les premiers bâtiments en impression 3D, ils ont du sens en histoire technologique, mais ils ont du sens aussi en histoire patrimoniale. La tendance, c'est qui est propriétaire de ces jumeaux, valorise ces jumeaux, et autour effectivement des jumeaux, c'est l'open data. Parce qu'un jumeau numérique aujourd'hui, c'est la traduction de l'intelligence artificielle et la data. L'intelligence artificielle sans la data, eh bien, c'est un violon sans archet, et un archet sans violon, ça ne fait pas grand-chose non plus. Voilà comment je vois la question, et je vous propose de cheminer ensemble dans ce voyage dans ces deux mondes que je considère comme identiques, deux mondes que je souhaite dont la consommation sera différente, avec autant de plaisir. Et je dis bien autant de plaisir. Il n'y a pas, le monde physique n'est pas supérieur, n'est pas inférieur, je dirais, au monde virtuel. Et on ne prépare pas la même chose. Exemple, je souhaiterais aller à Dubaï pour l'exposition universelle. Dubaï est magnifique, l'exposition universelle telle qu'elle est décrite. Ce serait bien de préparer mon voyage dans le monde réel à Dubaï par déjà un travail sans virtualité sur les éléments. Je pense que les conventions universelles de ce type, peu à peu, seront bien évidemment totalement virtualisées, conçues même virtual by design, et on pourra laisser ce qu'on ne peut pas laisser, sauf par exemple la Tour Eiffel, la même chose. Donc vous voyez bien que parler du patrimoine physique et du patrimoine informationnel, dans tous les cas, c'est de parler du patrimoine des civilisations passées, présentes et futures. Je vous propose le plan suivant, c'est de définir bien évidemment les mots, parce qu'il faut peut-être être un tout petit peu précis quand on fait du droit, de regarder le droit positif en l'alliant avec, dans le droit positif, le droit en état futur de réalisation, de voir les enjeux techniques et comment les combats, parce que c'est des combats techniques, économiques et culturels, vont se mettre en place, et enfin de voir les enjeux juridiques et éthiques pour créer un monde dans lequel on va aller vers un bien commun, bien évidemment, mais peut-être de trouver un point d'équilibre entre les biens communs et les biens privatifs. L'agriculture est un très bon exemple. Les questions aujourd'hui du fonds agricole se posent en termes de fonds informationnels de la même manière, et on commence à voir quelques expériences. On met des capteurs sur le champ, et ces capteurs, ils n'appartiennent pas bien évidemment aux paysans. Mais les données, elles appartiennent à qui? On récupère les données, on fait un travail à travers de l'IA, on les mélange parfois avec aussi, grâce à l'intelligence artificielle, aux photographies venues des satellites, on ressort un plan d'investissement et pour anticiper des récoltes futures. Qui est propriétaire du fonds informationnel? Est-ce que c'est celui qui prend les informations au niveau des capteurs? Est-ce que c'est le fonds agricole qui récupère par une sorte de prise en main de souveraineté sur le virtuel? Est-ce que c'est ceux qui fournissent ces informations de transition, ou est-ce que c'est l'algorithme qui produit effectivement un programme de service? Vous voyez bien que tout le monde peut concourir vers la solution. On trouve la notion de clone virtuel, de modèle logiciel ou d'analogie avec le BIM. Un clone virtuel, c'est un jumeau numérique. Il implique systématiquement l'existence d'un couple entre un modèle numérique et puis un objet physique qui procède à la copie. Ici, tout de suite, la copie, c'est un double. Ce n'est pas une copie. Ce n'est pas une copie. En fait, il ne copie rien. C'est une métamorphose au sens de Deleuze. Ce n'est pas la même chose. Tout est différent et tout est pareil. C'est en fait la même expression dans deux mondes différents. Et en ce sens, ce n'est pas
qu'une copie parce que l'un existe par rapport à l'autre. Et mettez-vous en perspective avec des patrimoines informationnels préexistants face au futur patrimoine physique. Donc, en reprenant cette définition, je dirais qu'un jumeau numérique est effectivement, le terme clone est intéressant, virtuel d'un système physique, voilà, ou d'un processus pour parler comme l'entreprise Mars. Une deuxième façon de le voir, c'est de dire que c'est un logiciel. Oui, bien évidemment, parce que un espace de données, ben, ça restera qu'un fichier de données. Quelque part, si on veut trouver un jumeau ou un clone euh, ou un double, vous sentez bien qu'on peut jouer avec tous ces mots sans aucun problème, c'est toujours un logiciel qui, à un moment donné, va mettre en musique ces données et faire apparaître le double informationnel en cause. Et donc, quelque part, c'est l'exécution d'un logiciel. On ne peut pas passer outre. C'est même de l'intelligence artificielle dans un logiciel qui utilise des données, qui constitue, c'est cet ensemble de composants qui constitue effectivement ce jumeau virtuel, sur lequel on va pouvoir ajouter des choses comme sur le double physique, on va pouvoir mettre de la peinture, faire des illuminations sur le patrimoine, sans toucher bien évidemment au patrimoine lui-même. L'analogie avec le BIM, elle est intéressante. C'est la modélisation des données du bâtiment ou encore une maquette numérique du bâtiment. C'est en fait déjà dans notre droit le début d'un jumeau ou d'un début d'un numérique quasi jumeau. Il est obligatoire et il permet de réaliser énormément d'opérations, que ce soit des opérations de résistance au feu, que ce soit des opérations de robustesse, de vieillissement, et dans l'industrie, dans le bâtiment et demain dans le patrimoine. Nul ne pourra construire un patrimoine sans avoir effectivement son BIM, sans avoir son double. Et plus rapidement on informatisera, on virtualisera les bâtiments, on virtualisera de manière générale les patrimoines, plus on rentrera dans une civilisation qui permettra de profiter du mieux des deux, c'est-à-dire le monde physique et le monde virtuel, non pas opposés, mais complémentaires. On ne le visite pas de la même manière. Alors, où est-ce qu'on en est exactement en droit positif par rapport à ça? C'est un étape, bien entendu, juridique future, mais c'est toujours le cas. Vous savez, dans la courbe en S, au départ, vous avez des problématiques de propriété, puis ensuite le marché trouve sa place, et vous avez des problématiques de contrat, et quand on a un marché à majorité, c'est la fin du S, vous avez effectivement des problèmes de concurrence. Nous sommes au début du S, et il y a des enjeux partout, mais il ne faut pas parler en termes d'enjeux. On est au-delà de la question. La technologie, elle est mature. Il faut parler en termes de droit. Quel est le droit qu'on peut faire aujourd'hui pour demain et quel est le droit futur qui est en train de se construire pour demain? Et quand on mélange les deux, bien, on est dans l'action juridique et je me situe, moi, au terme de cette action pour dire mettez en place des procédures de virtualisation de l'ensemble du monde physique, dont les patrimoines. C'est une législation parcellaire. On a des éléments en droit interne au niveau fiscal. On a des choses dans le domaine de la santé. On a le BIM, bien sûr. On a aussi des éléments dans la commande publique. Vous voyez, donc, je ne veux pas faire du droit en tant que tel. Je veux simplement faire des citations de cadres juridiques qui existent. Nous ne sommes pas ni dans un vide, ni dans un trop-plein. Et puis, il y a un document de la Commission qui dit qu'on met en place une nouvelle stratégie industrielle en 2020, c'est créer un marché unique. Et dans ce marché unique, on parle bien entendu des jumeaux numériques. Les années 2022-2025, c'est les années des jumeaux numériques, c'est-à-dire des mondes physiques et des mondes virtuels, doubles, clones, identiques. En droit comparé, si on regarde aux Pays-Bas, l'ensemble des communes doivent effectivement créer, alimenter un jumeau numérique pour leur construction et les infrastructures souterraines. On voit bien l'intérêt là. Au lieu de prendre des photos, avant on enterrait les réseaux et il fallait réouvrir et redécouvrir ce qu'on avait fait. Alors on avait les plans, mais les plans ne traduisaient pas exactement la même chose. Et puis les plans, ils avaient tendance à jaunir plutôt à bleuir comme on les faisait à l'époque.
C'est un début de BIM, bien évidemment, que nous avons en France et qui se généralise dans le monde entier. Ça permet de faire des analyses, ça permet de vivre et de voir comment les infrastructures souterraines vivent, ça permet de faire vieillir artificiellement tel ou tel réseau à travers des expériences physiques. Vous voyez, les deux mondes se conjuguent et ne s'opposent pas. Au-delà des règles existantes, très souvent, on va tomber sur des cadres juridiques très forts. Le règlement général sur la protection des données personnelles, parce qu'on va avoir de la donnée personnelle tout autour des patrimoines et à travers l'histoire même de ces patrimoines. Et puis, on va avoir les droits des bases de données. Le projet de règlement, c'est pour ça que je l'ai fait apparaître de différence, le projet de règlement sur l'intelligence artificielle, qui a un élément spécifique sur la donnée, c'est la fusion pour la partie non personnelle ou personnelle de ce que sera ce monde virtuel. Et enfin, bien évidemment, il y a le droit d'auteur, puisque dès qu'on parle de logiciel, un jumeau ne peut exister qu'à travers un logiciel. Et le logiciel, aujourd'hui, c'est un objet de droit avec la loi sur la protection des logiciels qui a fait l'objet d'une codification sur la propriété intellectuelle. J'avais fait le premier projet, ça ne nous rajeunit pas, en 1985. Pour le RGPD, rapidement, principe de légalité, principe de finalité, principe de légitimité, principe de proportionnalité pour les données, les traitements, la sécurité, droit des personnes et les flux transfrontières. Mais on va retrouver exactement la même chose pour donc le patrimoine. On va retrouver la même chose pour le patrimoine. Est-ce que j'ai le droit de prendre les photos du patrimoine? Ça avait commencé par la photo. Un restaurant qui avait pris une photo et qui l'avait affichée d'une vue de ce restaurant-là. Mais le restaurant qui avait la vue n'était pas d'accord, car il venait soutenir que la vue qu'il avait à partir de lui et la vue qui était affichée sur le restaurant, le deuxième restaurant n'avait pas cette vue-là. Et il réclamait quelque part un droit de vue. Il a dit que ce n'était pas possible. Un autre avait un château et on a pris une photo de son château. Il disait, mais attendez, c'est mon château. C'est mon château. Ben non, monsieur, ce n'est pas votre château, c'est l'histoire de France. Donc ce château existe, sauf si effectivement c'est à travers l'intimité de la vie privée, sauf si ce château n'est pas dans les référencements, que son propriétaire n'en parle jamais, que cette adresse est secrète et que quelque part en révélant cette photo avec l'adresse, on ne révélait pas un château, mais une intimité de vie privée. Vous voyez l'écart qu'il y a par rapport à cela. Pour la finalité, ce sera pareil. Nous parlions du financement public. Est-ce que les financements publics doivent être obligatoirement abandonnés? Est-ce que l'État ne doit pas garder une réserve aussi? C'est pas parce que c'est un financement public que forcément ça doit alimenter gratuitement les fonds privés. Ou de contraire, est-ce que les fonds privés, dans la mesure où c'est quand même du patrimoine qu'ils ont digitalisé, mais à la fois c'est du patrimoine public, est-ce qu'il n'y aurait pas un droit, j'y reviendrai, un droit des communs? C'est une phrase qui revient souvent, les comment. Et est-ce qu'au moment où on va créer vraiment des droits des jumeaux, est-ce qu'il ne faut pas le créer par le droit des communs plutôt que le créer par le droit de la propriété? Pareil pour les traitements, imaginez quelqu'un qui prend un patrimoine qui est de libre parcours, qui est complètement abandonné en termes de droit, qui ne reste plus que les réserves culturelles et qui se met à jouer sur les tours, qui le change. À partir de quand on peut aller changer? Dans le projet de règlement sur l'intelligence artificielle, il est indiqué que lorsqu'on fabrique des doubles et que ces doubles pourraient penser que c'est les vrais alors qu'on a changé, il est important que le visiteur, le lecteur, l'utilisateur comprennent que ce qu'il voit n'est pas un double complet, c'est un double peut-être avec réinterprétation. Cher maître, est-ce que vous m'entendez, cher maître? Très bien. Oui, juste, voilà, on était parti sur une trentaine de minutes, il en reste une douzaine. Je voulais juste vous remercier pour ce premier temps qui rappelle les grands principes. Mais est-ce que dans les 12 minutes qui nous restent, vis-à-vis des collectivités qui sont autour de nous, vous pouvez dessiner de premiers éléments de réponse? Comment peuvent-ils s'organiser justement par rapport à ce que vous soulignez, beaucoup de questions, et vous citez des situations très réelles, hein, de quelqu'un qui possède un château mais qui n'a pas envie qu'on en parle, etc. Est-ce J'étais en qu'aujourd'hui, droit positif là.
Oui, est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les premiers éléments de conseils que vous pouvez donner à ces collectivités en termes de prudence, justement, sur la numérisation de leur patrimoine? Pardon de vous bousculer un peu, mais Non, effectivement, on non, a non, non. Bah, si on passe, j'ai passé très rapidement deux autres slides. Si on est du côté, si on est du côté du secteur public sur la, la partie création d'un double, hein, euh, eh bien, je vous ai mis ici en droit interne la protection de l'open data. L'idée générale, c'est d'ouvrir au marché et d'ouvrir à la culture de tous un maximum de données pour que on puisse reconstituer librement tout ou partie des éléments de double physique par rapport à la création d'un double informationnel. Donc, pour elles n'ont pas beaucoup de possibilités en ce qui concerne les données de base, hein. Les données de base doivent être ouvertes. C'est vrai de l'ensemble du secteur public. Et ça a été encore redéfinie dans toutes les lois. Dans toutes les lois qu'on trouve, la loi pour la République du numérique, mais la loi sur la mobilité, on crée aujourd'hui une obligation de l'open data pour tout le secteur public, en supposant que ces data ouvertes constitueront un élément de comment dire, de développement des marchés. Et donc pour les mairies, je crois que la réservation de propriété ou la réservation de double, on est vraiment dans les communs. On est vraiment dans le commun, dans l'open data. En Europe, de la même manière, il y a plusieurs textes pour dire que pour l'ensemble des éléments des collectivités locales, ça va aller de leurs fichiers jusqu'à leur patrimoine, c'est d'ouvrir les données. D'ouvrir les données, quand on dit ouvrir les données, c'est ouvrir les données et ouvrir les logiciels. Ouvrir les logiciels, et quand on dit ouvrir les logiciels, c'est ouvrir les algorithmes. C'est-à-dire qu'il y a une vague de fonds pour le secteur public qui est de faire la triple ouverture. L'ouverture des données, l'ouverture des logiciels et l'ouverture bien évidemment, des algorithmes. Alors, est-ce qu'il est possible de travailler au niveau de la propriété intellectuelle pour tous les opérateurs et donc la mairie? Oui, c'est bien à partir de là qu'il faut. Si les pouvoirs publics, de manière générale, mais ce n'est pas la tendance, ou une mairie de manière particulière, souhaite effectivement se réserver un droit sur les jumeaux numériques, aujourd'hui, il y a une confrontation entre l'open data et, entre guillemets, ce qu'on pourrait dire, si on veut rester en anglais, le copyright. C'est à peu près la même chose, de manière très grossière. Mais on voit bien, c'est en anglais, open data et copyright, on voit bien que les deux s'opposent. Donc, elles peuvent réclamer un droit d'auteur sur la façon dont elles ont construit le fichier des data, parce que tout le monde ne ferait pas forcément la même chose, les relevés de capteurs ne sont pas forcément les mêmes, la façon dont les gabarits sont traités ne sont pas forcément les mêmes, et on a nécessairement une création originale. Un logiciel qui fait un jumeau numérique est une œuvre de l'esprit, clairement, avec une protection de l'œuvre matérielle, c'est-à-dire dans sa représentation sous un support électronique, ou immatérielle, c'est-à-dire dans son exécution. Le droit des brevets, des inventions et des marques est moins évident, mais très souvent, la propriété intellectuelle, elle passe à travers parfois certains brevets. Dans le cas de la façon de faire des patrimoines, des doubles, des jumeaux numériques, on pourrait envisager ça et bien évidemment d'identifier effectivement le patrimoine de la mairie à travers le nom de la mairie et ajouter quelque chose qui montre qu'on est en présence de jumeaux. Donc ça, c'est vraiment le droit positif. Si une mairie veut aller dans une réservation des droits, au moins par exemple pour autofinancer l'amortissement de ses investissements, c'est la propriété intellectuelle qui constitue la privatisation la plus importante. Les questions qui se posent, c'est qui sont les parents de ces jumeaux d'un nouveau genre? C'est celui, comme pour le copyright, qui déclare la propriété. Est-ce que les propriétaires du bien numérisé peuvent s'y opposer? Ben, la réponse est clairement non, comme celle du château, nous l'intérêt d'exemple, sauf à venir s'y opposer le droit d'entrée. Le droit d'entrée, c'est de mettre les capteurs, faire les prises de vue. Et là, il y a bien une négociation, c'est ce que fait par exemple la charte en matière agricole qui essaye de trouver un point d'équilibre entre les startups qui veulent digitaliser les fonds agricoles et puis les paysans qui ont le fonds agricole.
Donc, les propriétaires du bien, c'est d'abord une opposition du propriétaire physique qui pourrait empêcher la prise des capteurs, la prise des multivues pour pouvoir le numériser. On ne peut pas numériser effectivement un patrimoine physique sans avoir des capteurs d'analyse. Le résultat final, clairement, c'est en termes de droit d'auteur, c'est celui qui le réalise. Ce qui ne veut pas forcément dire celui qui le finance, ça ne veut pas forcément dire celui qui le commandite, hein, vous voyez, c'est celui qui le réalise. Et est-ce que le propriétaire initial du fonds physique peut prétendre à des droits sur le fonds de second, le jumeau? Eh bien, c'est le contrat, c'est un rapport de force contractuel. Les créateurs du double digital, c'est donc l'auteur de ce double. Est-ce que des ayants droit au niveau des marques associées sur le bien concerné pourraient jouer? C'est possible. Mais de la même manière, est-ce que ceux qui, à partir d'un jumeau, puissent faire un autre jumeau modifié? C'est possible aussi, mais il ne pourra le faire que, bien évidemment, qu'au titre des droits qui seraient accordés par le premier créateur du clone virtuel. Donc, vous voyez, des questions que l'on peut résoudre à travers un ensemble juridique qui est quand même en état futur d'achèvement. Quels sont les enjeux techniques pour, par exemple, une mairie? Eh bien, c'est de concevoir, c'est de vraiment concevoir et de positionner l'échange de données, les capteurs. C'est de définir qui maîtrise la collecte et le stockage. Et de manière générale, c'est qui fait. C'est un système. C'est un système où on a de la data, de l'intelligence artificielle, des algorithmes, des capteurs, du machine learning, de la réalité virtuelle. Et en fait, l'idée, c'est de créer une nouvelle œuvre co-substantielle à chacun des éléments auxquels elle se réduit pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si on le reprend, par exemple, la chanson, elle est composée de texte et de musique. Mais la chanson n'existe pas sans le texte, et la chanson n'existe pas sans musique. Mais la musique ne fait pas une chanson, le texte ne fait pas une chanson, et on peut faire des chansons différentes sur le même texte, ou des chansons différentes sur des musiques avec des musiques différentes, avec le même texte. Donc, le jumeau numérique, c'est une œuvre, à mon avis, qu'il faut dessiner dans le cadre, par exemple, d'un marché public ou dans le cadre d'un contrat, et se l'approprier comme la chanson, c'est-à-dire un objet virtuel qui est composé d'éléments qui peut-être n'appartiennent pas à la collectivité, mais dont la réunion coordonnée va pouvoir faire naître un objet juridique nouveau, celui du jumeau numérique. C'est en ce sens comme ça que je l'ai construit aujourd'hui. Je construis effectivement, soit à travers des contrats de consortium, soit à travers des contrats de réalisation de jumeaux numériques, soit à travers des associations, la création effectivement de patrimoine informationnel dont j'essaye de trouver les points d'équilibre juridique au regard des positions politiques, techniques, économiques et juridiques en cause. Donc, sur les enjeux techniques, eh bien, c'est qui maîtrise l'ensemble de ces éléments-là, bien sûr. Il y a le problème de la maintenance, parce que si c'est une œuvre, on ne peut pas la modifier. Dans le copyright américain, les droits d'adaptation sont assez faciles. Chez nous, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut prévoir effectivement à la fois les conditions d'usage, puisque c'est un logiciel, les conditions d'usage et les conditions, bien évidemment, de maintenance. Voilà. Par ailleurs, il n'y a pas de propriété des données. Donc, alors qu'on a toute une tendance vers l'open data, la propriété de données n'existe pas. Donc, si on veut valoriser la data, il faut créer une propriété, soit par marché, soit par contrat. Il y a un principe de liberté, il y a le problème des données personnelles, mais tout ça va être balayé par la monétarisation de l'exposé des données. Donc, je pense qu'il faut très clairement organiser une propriété en état futur de reconnaissance légale, mais une propriété contractuelle pour pouvoir effectivement prétendre à des droits sur les jumeaux. Il ne faut pas non plus, par contre, eh bien, sous-estimer l'open data et la valorisation de la data. C'est un enjeu majeur. On n'ira pas vers des communs complets, je ne crois pas, mais entre les tout communs et les tout marchés, l'open data peut créer un point d'équilibre. Merci. La propriété des données, ben, c'est ce que je vous disais, pour rester très clairement, c'est l'enjeu, créer une propriété contractuelle avant d'une propriété légale en état futur d'achèvement. Merci. Merci à vous, Maître Bensoussan. Merci d'avoir tenu le timing. Si je vous résume, il y a une obligation de partager, c'est l'open data. Pour autant, ces données ont de la valeur.
et il y a des contrats à mettre en place intelligemment et probablement de manière collaborative entre les acteurs pour construire la propriété de ces données. Parce que vous avez présenté un cadre complexe et il l'est, mais rassurez-nous, il y a des solutions très opérationnelles. Oui, tout à fait, tout à fait. Et l'idée, c'est bien de montrer quand en général, c'est plutôt contractuellement, c'est des contrats de consortium parce Mhm. qu'il y a les fournisseurs de logiciels, les fournisseurs d'IA, les fournisseurs d'algorithmes, le propriétaire, ou le titulaire, locataire, du patrimoine. Et l'idée, c'est de mettre tout le monde ensemble. C'est ce qu'on fait dans le milieu agricole avec une charte des droits et des obligations de chacun pour que tout le monde, effectivement, participe à cette, création d'un nouveau monde. Super, merci beaucoup, c'est très encourageant. Le droit comme finalement matière de production coopérative autour d'un objet patrimonial, c'est un point de vue finalement très original et qu'on souhaitait partager avec l'ensemble de la communauté Heritech. Donc merci beaucoup maître Merci. de nous avoir